Le secret que tu ignores encore va te retourner l'esprit. Le soleil se couchait sur les toits de Lyon, baignant la ville d'une lumière dorée qui contrastait avec la grisaille de l'édifice devant lequel se tenait Antoine Beaumont. L'orphelinat. Saint-Michel, malgré son architecture austère, abritait derrière ses murs une vingtaine d'enfants dont la vie n'avait pas été tendre. Des enfants malades, pour la plupart, atteints de diverses formes de cancer, et qui, par un cruel concours de circonstances, se retrouvaient aussi sans famille. Antoine ajusta sa cravate et passa une main dans ses cheveux poivre et sel. À 55 ans, ce magnat de l'immobilier avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Une fortune colossale, des propriétés sur 3 continents et une réputation d'homme d'affaires impitoyable. Tout sauf l'essentiel. Monsieur Beaumont, la voix douce de Madame Élise Dufresne, directrice de l'établissement depuis plus de 20 ans, le tira de ses pensées. Nous ne vous attendions pas aujourd'hui. J'avais besoin de voir l'endroit une dernière fois avant de prendre ma décision, répondit-il, son regard scrutant la façade délabrée et les fenêtres aux peintures écaillées. Je comprends, murmura la directrice, une femme d'une 60aine d'années dont le visage portait les marques d'une vie consacrée aux autres. Mais je dois vous avouer que je ne comprends toujours pas votre intérêt pour notre modeste établissement. Antoine sourit imperceptiblement. Personne ne comprenait. Comment le pourrait-il? Lui-même n'arrivait pas à saisir pleinement ce qui l'avait poussé, 3 mois auparavant, à s'intéresser au sort de cet orphelinat menacé de fermeture. « Madame Dufresne, j'ai pris ma décision », annonça-t-il abruptement. « Je vais acheter Saint-Michel. » Les yeux de la directrice s'écarquillèrent de stupéfaction. « Mais pourquoi? Mes raisons m'appartiennent, » répondit-il sèchement. « Tout. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est que les enfants resteront ici, que le personnel sera maintenu et que les soins médicaux seront considérablement améliorés. Ce qu'Antoine ne disait pas, c'est que derrière cette décision se cachait un secret. Un secret enfoui depuis 25 ans et qui ne demandait qu'à ressurgir. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'annonce fracassante d'Antoine Beaumont. L'acquisition de l'orphelinat Saint-Michel avait fait la une des journaux locaux, suscitant autant d'admiration que de suspicion. Personne ne comprenait pourquoi. Un homme de son envergure s'intéressait soudainement au sort d'enfants malades et abandonnés. Dans son vaste appartement du 6e arrondissement de Lyon, Antoine contemplait la ville à travers les baies vitrées de son salon. Sur la table basse devant lui, une vieille photographie jaunie par le temps. Une jeune femme souriante, aux longs cheveux châtains, tenant dans ses bras un nourrisson. « Céline », murmura-t-il, effleurant du bout des doigts le visage figé dans le temps. La sonnerie de son téléphone interrompit ce moment d'intimité avec ses souvenirs. C'était Julien Mercier, son avocat et ami de longue date, le seul à connaître une partie de son histoire. « Les papiers sont prêts, Antoine. Tu es officiellement propriétaire de Saint-Michel », annonça Julien sans préambule. Et pour l'autre, affaire. Un silence s'installa avant que Julien ne réponde. « J'ai engagé le meilleur détective privé de Lyon. Si elle est encore vivante, nous la retrouverons. » Antoine raccrocha, le cœur battant. Après toutes ces années, il s'autorisait enfin à espérer. À croire qu'il pourrait peut-être expier ses fautes, réparer ce qui pouvait encore l'être. Pendant ce temps, à l'orphelinat, Madame Dufresne réunissait le personnel dans la salle commune. Une fois les enfants couchés, Monsieur Beaumont prendra officiellement ses fonctions demain, annonça-t-elle à l'équipe inquiète. Il m'a assuré que personne ne serait licencié et que des améliorations seraient apportées rapidement. On ne sait rien de cet homme, objecta Sophie Moreau, l'infirmière principale, une jeune femme de 30 ans au caractère bien trempé. Et s'il avait des motivations cachées, ses enfants ont déjà tant souffert. « Je comprends vos inquiétudes, Sophie, » répondit Élise. « Mais sans cette acquisition, Saint-Michel aurait fermé ses portes avant la fin de l'année. Quelles que soient ses raisons, Monsieur Beaumont est notre seul espoir. » Ce que ni Élise ni Sophie ne savaient, c'est que parmi les dossiers des enfants, il y en avait un qui intéressait particulièrement Antoine Beaumont, celui de Lucie Dubois, 12 ans, admise 6 mois plus tôt après le départ précipité de sa mère adoptive. Le jour de l'arrivée officielle d'Antoine Beaumont à l'orphelinat Saint-Michel,
Une fine pluie tombait sur Lyon. Vêtu d'un costume sobre, il franchit les portes de l'établissement avec une étrange appréhension. Madame Dufresne l'attendait dans le hall, accompagnée d'une jeune femme à l'allure déterminée, qu'il identifia immédiatement comme l'infirmière récalcitrante dont Élise lui avait parlé. « Monsieur Beaumont, je vous présente Sophie Moreau, notre infirmière principale », annonça la directrice avec un sourire tendu. Sophie lui serra la main sans chaleur, son regard vert l'évaluant sans complaisance. « J'espère que vos intentions sont aussi nobles que vos comptes en banque, monsieur. Beaumont. »« Sophie !» s'indigna Madame Dufresne. Antoine sourit légèrement. « J'apprécie la franchise, mademoiselle Moreau. Ces enfants ont besoin de personnes qui les défendent avec passion. » Une lueur de surprise traversa le regard de l'infirmière, mais elle conserva son expression méfiante. « Puis-je rencontrer les enfants ?» demanda Antoine, surprenant les deux femmes. « Bien sûr, » répondit Élise. « La plupart sont dans la salle de jeu à cette heure-ci. Ceux qui sont en traitement intensif restent dans l'aile médicale. » Antoine suivit les deux femmes à travers les couloirs défraîchis. L'odeur d'antiseptique se mêlait à celle de la vieille pierre, créant une atmosphère à la fois médicale et monastique. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle de jeu, une quinzaine d'enfants étaient occupés à diverses activités, encadrés par deux éducateurs. Le silence tomba progressivement à mesure que les enfants remarquaient la présence de cet étranger en costume. « Les enfants, » annonça Madame Dufresne, « je vous présente Monsieur Beaumont. C'est lui qui a repris notre orphelinat. » Les réactions furent diverses. Curiosité, indifférence, méfiance. Antoine balaya la salle du regard, cherchant inconsciemment un visage particulier. « Est-ce que tout le monde est là ?» demanda-t-il discrètement à Élise. « Presque. Mathis est en chimiothérapie, Emma se repose dans sa chambre et Lucie... »« Lucie est sur le toit, » intervint Sophie. « Comme chaque fois qu'il pleut. » Le cœur d'Antoine manqua un battement. « Le toit? N'est-ce pas dangereux ?» Sophie haussa les épaules. « C'est une terrasse aménagée. Lucie aime s'y réfugier pour lire. Elle dit que la pluie qui tombe sur la verrière lui rappelle quelque chose. »« J'aimerais la rencontrer, » dit Antoine d'une voix qu'il s'efforçait de maintenir neutre. Sophie plissa les yeux, soudain suspicieuse. « Pourquoi elle en particulier ?»« Je souhaite rencontrer tous les enfants, mademoiselle Moreau. Commençons. Par celle qui s'isole, si vous le voulez bien. » Sans attendre de réponse, Antoine se dirigea vers la porte. Sophie échangea un regard avec Élise avant de le suivre à contre-cœur, sentant qu'un mystère entourait cet homme et ses motivations profondes. Sophie guidait Antoine vers la terrasse aménagée au dernier étage de l'orphelinat. Durant leur ascension, elle l'observait du coin de l'œil, intriguée par cet homme énigmatique qui semblait porter un fardeau invisible. Lucie est différente des autres enfants, expliqua-t-elle finalement, brisant le silence. Elle est arrivée il y a 6 mois, après que sa mère adoptive l'ait laissée à l'hôpital lors d'une consultation de routine. La pauvre petite attendait dans la salle d'attente, pendant que sa mère discutait avec le médecin. Quand le docteur est revenu pour chercher Lucie, la femme avait disparu. Antoine serra les poings dans ses poches. Comment peut-on abandonner un enfant malade ? C'est malheureusement plus courant qu'on ne le pense, soupira Sophie. Certains parents ne peuvent supporter ni le poids émotionnel, ni les frais médicaux. Ils arrivèrent devant une porte vitrée donnant sur une terrasse couverte d'une verrière. À travers le verre embué, Antoine distingua une silhouette fine, assise sur un banc, un livre ouvert sur les genoux. La pluie crépitait sur la verrière, créant une mélodie apaisante. « Je vais vous présenter », proposa Sophie. « Si vous permettez, » l'interrompit Antoine, « j'aimerais la rencontrer seule. » L'infirmière hésita. « Ce n'est pas habituel, monsieur Beaumont. »« Je comprends, mais je vous promets de respecter son espace. Je veux juste parler un peu avec elle, sans la présence imposante d'une figure d'autorité. » Après un moment de réflexion, Sophie acquiesça. « Très bien, mais je reste à proximité. » Antoine poussa doucement la porte et s'avança sur la terrasse. La jeune fille ne leva pas immédiatement les yeux de son livre, absorbée par sa lecture. Elle avait de longs cheveux châtains, attachés en une tresse désordonnée, et son visage
pâle portait cette expression de maturité précoce propre aux enfants confrontés trop tôt aux épreuves de la vie. « Bonjour, Lucie », dit-il doucement. Elle leva enfin les yeux et Antoine sentit son cœur se serrer. Ses yeux noisettes, il les aurait reconnus entre mille. « Vous êtes le nouveau propriétaire », constata-t-elle sans émotion particulière. Le millionnaire qui achète des orphelins comme d'autres achète des voitures de collection. Antoine sourit malgré lui. « Tu as de la répartie pour ton âge. »« J'ai 12 ans, pas 3 ans, répliqua-t-elle. Et quand on passe sa vie entre les hôpitaux et les foyers, on grandit plus vite. » Il s'approcha lentement et désigna le banc. « Je peux m'asseoir un moment ?» Elle haussa les épaules et se décala légèrement. Antoine s'installa, observant la pluie qui ruisselait sur la verrière. « Quel livre lis-tu » demanda-t-il. « Le Petit Prince, pour la 5e fois. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux, cita Antoine. Pour la première fois, Lucie le regarda avec un réel intérêt. « Vous l'avez lu ?»« Il y a longtemps. C'était le livre préféré de quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. » Les jours suivants furent marqués par une activité frénétique à Saint-Michel. Antoine Beaumont n'avait pas perdu de temps pour mettre en œuvre ses projets de rénovation. Une armée d'architectes, d'ouvriers et de décorateurs envahit l'orphelinat, transformant peu à peu le bâtiment austère en un lieu plus chaleureux et moderne. « Tout cela est impressionnant », admit Sophie en observant les plans étalés sur le bureau de Madame Dufresne. Une nouvelle aile médicale, des chambres rénovées, une véritable bibliothèque. Antoine, qui supervisait personnellement les travaux, acquiesça. J'ai également recruté 2 oncologues pédiatriques supplémentaires et une équipe d'infirmières spécialisées. Ils commenceront la semaine prochaine. C'est plus que ce que nous aurions jamais pu espérer, murmura Élise, encore sous le choc de cette transformation soudaine. Sophie, toutefois, conservait une part de méfiance. Tout cela a un coût astronomique, Monsieur Beaumont. Qu'attendez-vous en retour ? Antoine la regarda droit dans les yeux. Je n'attends rien, mademoiselle Moreau. Disons que j'ai une dette à régler. Avant qu'elle ne puisse l'interroger davantage, son téléphone sonna. Il s'excusa et sortit, prendre l'appel dans le couloir. C'était Julien. Nous avons des nouvelles, Antoine, annonça l'avocat. Notre détective a retrouvé la trace de Mathilde Laurent, la mère adoptive de Lucie. Antoine serra le téléphone si fort que ses jointures blanchirent. Où est-elle ? À Marseille. Elle vit sous un autre nom depuis qu'elle a abandonné. La petite. Mais ce n'est pas tout. Julien hésita. Elle a des problèmes avec la justice. Apparemment, elle a escroqué plusieurs familles en se faisant passer pour une assistante sociale spécialisée dans l'adoption. Une escroc, murmura Antoine, partagé entre dégoût et colère. A-t-elle adopté d'autres enfants? Non, seulement Lucie. Le détective continue de creuser pour comprendre comment elle a pu obtenir la garde légale de l'enfant. Antoine raccrocha, l'esprit en ébullition. Il devait en savoir plus sur le passé de Lucie, mais sans éveiller les soupçons. La petite fille s'était montrée distante lors de leur rencontre suivante, comme si elle regrettait le bref moment de complicité qu'ils avaient partagé sur la terrasse. Pendant ce temps, à l'étage des enfants, Sophie discutait avec Lucie, dans sa chambre fraîchement repeinte. « Alors, que penses-tu de tous ces changements ?» demanda l'infirmière en vérifiant les constantes de la fillette. Lucie haussa les épaules. « C'est bien pour les autres. Moi, ça ne change pas grand-chose à ce qui m'attend. » Sophie s'assit sur le bord du lit. « Ne parle pas comme ça à Lucie. Les nouveaux médecins pourraient avoir des approches différentes pour ton traitement. J'ai vu assez de médecins pour savoir qu'ils disent tous la même chose, » répliqua Lucie avec une maturité désarmante. « Mais ce n'est pas grave. J'ai fait la paix avec ça. »« Qu'est-ce que tu penses de Monsieur Beaumont ?» demanda Sophie, changeant de sujet. Lucie resta silencieuse un moment. « Il me rappelle quelqu'un, mais je n'arrive pas à me souvenir qui. » Un mois s'était écoulé depuis le début des transformations à Saint-Michel. L'orphelinat était méconnaissable. Les murs gris avaient cédé la place à des couleurs chaudes. Les équipements médicaux obsolètes avaient été remplacés par des technologies de pointe et le personnel avait doublé. Pourtant, malgré ces améliorations spectaculaires, Antoine Beaumont restait un mystère pour tous. Il passait de longues heures à l'orphelinat,
s'impliquant dans les moindres détails, mais gardait une distance émotionnelle avec presque tout le monde. Presque, car avec Lucie, son comportement était différent. Subtil, mais différent. Ce jour-là, Antoine avait organisé une sortie au parc de la Tête d'Or pour tous les enfants dont l'état de santé le permettait. Sous un soleil timide de début d'automne, il observait Lucie qui nourrissait les cygnes au bord du lac. « Elle a l'air d'aller mieux », remarqua Sophie en s'approchant de lui. « Les nouveaux traitements semblent efficaces », acquiesça Antoine. « Le docteur Vernet est optimiste. Ce n'est pas seulement physique », précisa Sophie. « Mentalement aussi, elle semble plus présente, moins résignée. » Antoine sourit légèrement. Les enfants sont résilients. Plus que nous, adultes. Sophie l'observa un moment avant de se lancer. Pourquoi elle, monsieur Beaumont? Pourquoi Lucie vous intéresse-t-elle particulièrement? Antoine se raidit imperceptiblement. Qu'est-ce qui vous fait penser cela? Je suis infirmière, mais j'ai failli devenir psychologue. J'observe les gens. Et je vois comment vous la regardez, avec ce mélange de tristesse et d'espoir. Il resta silencieux un moment, contemplant la silhouette frêle de Lucie qui riait, maintenant avec d'autres enfants. « Elle me rappelle quelqu'un », admit-il finalement. Sophie n'insista pas, sentant qu'elle touchait à quelque chose de profondément personnel. De son côté, Lucie éprouvait également un sentiment étrange. En présence d'Antoine, elle en parla ce soir-là à son amie Emma, alors qu'elle se préparait pour la nuit dans leur chambre partagée. « Tu ne trouves pas qu'il est bizarre, le millionnaire ?» demanda Emma en brossant ses cheveux courts, repousse fragile après ses dernières séances de chimiothérapie. « Pas bizarre », réfléchit Lucie. « Juste, triste, comme s'il cherchait quelque chose qu'il a perdu. » Ma mère disait toujours que l'argent ne fait pas le bonheur, philosopha Emma. Avant de partir en me laissant ici, bien sûr, ajouta-t-elle avec une amertume qui contrastait avec ses 13 ans. Lucie s'approcha de la fenêtre, observant les lumières de Lyon. Tu sais, parfois j'ai l'impression de le connaître, comme dans un rêve dont je ne me souviendrai pas complètement. Tu délires, rit Emma. Comment pourrais-tu connaître un type comme lui? Je ne sais pas, murmura Lucie. Mais il y a quelque chose dans sa façon de sourire, dans son regard quand il croit que personne ne le voit. Ce que Lucie ignorait, c'est que dans le bureau de Madame Dufresne, Antoine feuilletait son dossier pour la énième fois, cherchant désespérément un indice, une confirmation de ce que son cœur lui criait depuis sa première rencontre avec la fillette. L'automne cédait progressivement sa place à l'hiver, lorsqu'Antoine reçut un appel de Julien. Son ami et avocat était sur le point d'arriver à Lyon, avec des informations cruciales concernant Mathilde Laurent, la femme qui avait abandonné Lucie. Ils se retrouvèrent dans l'appartement d'Antoine, loin des oreilles indiscrètes de l'orphelinat. Julien, l'air grave, déposa un épais dossier sur la table basse. « Tu ferais mieux de t'asseoir, Antoine », conseilla-t-il. « Ce que j'ai découvert va te bouleverser. » Antoine obtempéra, le cœur battant. Julien ouvrit le dossier et en sortit plusieurs documents. Mathilde Laurent, de son vrai nom. Mathilde Renoir a adopté Lucie il y a 5 ans à Nice. L'adoption s'est faite par des canaux, disons peu orthodoxes. Elle a falsifié des documents, soudoyé des fonctionnaires corrompus. Mais d'où venait Lucie? Qui étaient ses parents biologiques? Julien sortit une vieille coupure de journal. Te souviens-tu de cet accident de la route près de Grenoble il y a 7 ans? Une voiture qui a plongé dans l'Isère? Antoine pâlit. Bien sûr qu'il s'en souvenait. C'était l'accident qui avait supposément coûté la vie à Céline et à leur fille. La police a retrouvé le corps de Céline, poursuivit Julien, mais jamais celui de la petite Marie. Tu es en train de me dire que... Je n'affirme rien encore, tempéra Julien. Mais les dates correspondent, et j'ai réussi à obtenir ceci. Il tendit à Antoine un document médical confidentiel, les résultats d'une analyse ADN réalisée lors de l'admission de Lucie à l'hôpital avant son arrivée à Saint-Michel. J'ai comparé avec ton ADN celui que tu m'as fourni, expliqua Julien. La correspondance est de 99,9%. Antoine,
Lucie est ta fille. C'est Marie. Antoine s'effondra dans son fauteuil, submergé par l'émotion. Sa fille était vivante. Pendant toutes ces années où il la pleurait, elle était quelque part, avec une femme qu'il avait finalement abandonnée quand sa maladie était devenue trop lourde à gérer. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-il. « Comment a-t-elle survécu à l'accident ? Je suppose que quelqu'un l'a trouvée et sauvée avant l'arrivée des secours. Mathilde. Ou un complice. Elle opérait déjà dans la région à cette époque, selon nos informations. Et maintenant, où est cette femme ? Toujours à Marseille, sous surveillance. J'ai pensé que tu voudrais décider de la suite. » Antoine se leva, déterminé. « Je veux la voir. Je veux qu'elle m'explique pourquoi elle a fait ça. Et ensuite, je veux qu'elle paie. » Julien posa une main sur l'épaule de son ami. « Une chose à la fois, Antoine. N'oublie pas que légalement, tu n'as aucun droit sur Lucie pour l'instant. Elle est officiellement pupille de l'État. Je suis son père. Un père déclaré mort dans son dossier. Il va falloir procéder par étapes. D'abord établir officiellement ta paternité, puis demander la garde. » Antoine ferma les yeux, essayant de maîtriser le tourbillon d'émotions qui le submergeait. Et comment expliquer tout cela à Lucie ? Comment lui dire que son père n'est pas mort, qu'il est là, devant elle, depuis des mois ? « Tu lui diras la vérité », répondit simplement Julien. « Mais peut-être pas tout de suite, pas avant d'avoir tous les éléments en main. » La mer scintillait, sous le soleil hivernal de Marseille, indifférente au drame qui se jouait dans un petit appartement du quartier du Panier. Antoine, accompagné de Julien et d'un détective privé, attendait dans une voiture garée à quelques mètres de l'immeuble où vivait désormais Mathilde Renoir. « Elle est seule », confirma le détective en revenant vers eux. « Elle rentre généralement du travail à cette heure-ci et ne ressort pas avant le lendemain. » Antoine inspira profondément. « Je suis prêt. » Julien posa une main sur son bras. « Souviens-toi, reste calme. Nous avons besoin de ses aveux, pas d'une confrontation stérile. » Ils montèrent les 4 étages sans échanger un mot. Devant la porte de l'appartement 4B, Antoine hésita un instant avant de frapper. Une femme d'une 40aine d'années, aux cheveux teints en blond et au maquillage outrancier, ouvrit la porte. Son visage se décomposa en reconnaissant Antoine. « Vous » murmura-t-elle, tentant de refermer la porte. Antoine bloqua le battant d'une main ferme. « Bonjour Mathilde, ou devrais-je dire Madame Renoir, nous avons à parler. » Résignée, elle les laissa entrer dans un petit salon encombré. Des cartons à moitié faits suggéraient un départ imminent. « Vous prévoyez de partir ?» demanda Julien, sarcastique. « Qu'est-ce que vous voulez ?» répliqua-t-elle, nerveuse. « Je n'ai rien à vous dire. »« Vraiment ?» Antoine sortit la photo de Céline et de leur bébé. « Je crois au contraire que vous avez beaucoup à me dire. À commencer par comment ma fille, que je croyais disparue depuis 7 ans, s'est retrouvée en votre possession. » Mathilde s'affaissa sur un fauteuil comme si ses jambes ne la portaient plus. Ses mains tremblaient lorsqu'elle s'alluma une cigarette. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, » murmura-t-elle finalement. « Je ne voulais faire de mal à personne. Épargnez-nous vos excuses, » coupa Antoine, luttant pour contenir sa colère. « Dites-moi ce qui s'est passé ce jour-là sur cette route près de Grenoble. » Elle tira nerveusement sur sa cigarette avant de commencer son récit. « J'étais dans la région pour affaires. J'ai vu l'accident se produire, juste devant moi. La voiture a dérapé et a plongé dans la rivière. Je me suis arrêté, j'ai couru vers la berge. Sa voix se brisa légèrement. La femme était déjà inconsciente, peut-être pire. Mais j'ai entendu les pleurs du bébé. L'eau entrait rapidement dans l'habitacle. Et vous avez sorti Marie de la voiture, conclut Antoine, le cœur serré à l'image de Céline prisonnière du véhicule. Oui. J'ai plongé, j'ai détaché le siège bébé et je l'ai remonté sur la berge. Mais ensuite, au lieu d'appeler les secours, vous avez décidé de la garder, termina Julien d'une voix glaciale. Mathilde baissa les yeux. Vous ne comprenez pas. J'avais tellement essayé d'adopter, mais avec mon dossier, mon passé, aucune agence ne voulait me confier un enfant. Et là, cette petite fille avait besoin de quelqu'un. Sa mère était
et je n'avais aucune idée de qui était le père. Vous auriez pu le découvrir en contactant les autorités, s'emporta Antoine. Pour qu'on me l'enlève, pour qu'on m'accuse de l'avoir kidnappé. Elle secoua la tête. J'ai pris la fuite avec elle. J'ai fabriqué de faux papiers, changé de nom, déménagé à Nice. Et pendant 5 ans, je l'ai élevée comme ma propre fille. Je l'ai aimée, monsieur Beaumont, sincèrement, jusqu'à ce qu'elle tombe malade, lança Antoine implacable. Le visage de Mathilde s'assombrit. Le cancer, c'était au-dessus de mes forces. Les traitements coûtaient une fortune et son état empirait. J'ai paniqué. Alors vous l'avez abandonnée dans un hôpital, conclut Antoine, dégoûté. Ma fille, malade et terrifiée. Que voulez-vous de moi maintenant ? Demanda Mathilde d'une voix résignée. La vérité, répondit Antoine. Une confession complète, enregistrée et signée. Et ensuite, vous allez disparaître de nos vies, pour toujours. Julien sortit un enregistreur et des documents préparés à l'avance. Pendant que Mathilde racontait son histoire en détail, Antoine s'approcha de la fenêtre, contemplant la mer au loin. Dans quelques heures, il rentrerait à Lyon avec la preuve que Lucie était bien sa fille. Restait la partie la plus difficile, lui annoncer la vérité. Le train filait à travers les paysages enneigés du sud de la France, ramenant Antoine vers Lyon et vers sa fille retrouvée. Assis près de la fenêtre, il contemplait le dossier ouvert sur ses genoux. Les aveux signés de Mathilde, les ID, résultats des tests ADN et les démarches juridiques entamées par Julien pour rétablir ses droits parentaux. « À quoi penses-tu » demanda son ami, interrompant ses réflexions. « À Lucie, à Marie » répondit Antoine. « Comment lui annoncer tout ça ? Comment lui expliquer que j'ai passé 7 ans à la croire disparue pendant qu'elle vivait avec une inconnue ? Ce n'est pas ta faute, Antoine. Tu as été victime dans cette histoire, autant qu'elle. Elle a 12 ans et elle est malade. Sa vie n'a été qu'une succession d'abandons et de trahisons. Et maintenant, je débarque comme le père prodigue ?» Il secoua la tête. « J'ai peur de sa réaction, Julien. J'ai peur qu'elle me rejette. Tu dois lui laisser du temps. Commencer doucement, peut-être avec l'aide d'un psychologue. » Antoine acquiesça silencieusement. Son téléphone vibra. Un message de Sophie l'informant que l'état de Lucie s'était légèrement amélioré après sa dernière série de traitements. Pendant ce temps, à l'orphelinat Saint-Michel, Sophie et Lucie partageaient un moment paisible dans la nouvelle bibliothèque, aménagée selon les goûts de la jeune fille. Des étagères en bois clair remplies de livres, de confortables fauteuils et une grande baie vitrée donnant sur le jardin couvert de neige. « Tu as l'air préoccupée » remarqua Sophie en observant Lucie qui fixait distraitement les flocons tombant doucement à l'extérieur. « Je fais des rêves étranges ces derniers temps » admit la fillette. « Des souvenirs peut-être, mais si flous. Quel genre de souvenirs ? De l'eau, beaucoup d'eau et quelqu'un qui me tient. Et parfois un visage d'homme qui me sourit. » Elle tourna son regard vers Sophie. « Crois-tu qu'on puisse se souvenir de choses qui se sont passées quand on était bébé ?» Sophie hésita. « C'est rare, mais possible. Surtout si ce sont des événements marquants. » « Et puis il y a monsieur Beaumont, » poursuivit Lucie pensive. « Je ne comprends pas pourquoi, mais quand il est près de moi, ses souvenirs semblent plus clairs. » L'infirmière sentit son cœur s'accélérer. Depuis des semaines, elle soupçonnait qu'un lien particulier unissait Antoine et Lucie, plus profond qu'une simple affinité. Mais elle n'avait jamais osé formuler cette hypothèse à voix haute, la trouvant trop invraisemblable. « Il te ressemble, tu sais, » dit-elle doucement. « Quoi ? Monsieur Beaumont, vous avez le même regard, la même façon de froncer les sourcils quand vous réfléchissez. » Lucie resta silencieuse, comme si elle intégrait cette nouvelle information. « A-t-il dit quand il reviendrait ?» demanda-t-elle finalement. « Ce soir normalement. Son voyage d'affaires à Marseille est terminé. » Sophie hésita avant d'ajouter « Il a demandé à te voir dès son retour. » À l'autre bout de la ville, le train entrait en gare de Lyon-Part-Dieu. Antoine rassembla ses affaires, le cœur battant. Ce soir, il commencerait à reconstruire le lien qui avait été brutalement rompu 7 ans plus tôt. Ce soir, il ferait le premier pas vers la reconquête de sa fille. La neige tombait doucement sur Lyon lorsqu'Antoine franchit les portes de Saint-Michel.
L'orphelinat, méconnaissable après les rénovations, brillait de mille feux grâce aux décorations de Noël installées par les enfants. Dans le hall, Madame Dufresne l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Bienvenue, Monsieur Beaumont. Votre voyage s'est bien passé ?»« Très bien, merci. » répondit-il distraitement, son regard parcourant les lieux à la recherche d'une silhouette familière. « Elle vous attend dans la bibliothèque », indiqua la directrice, devinant ses pensées. « Sophie est avec elle. » Antoine hocha la tête, reconnaissant, et se dirigea vers l'aile est du bâtiment. Devant la porte de la bibliothèque, il s'arrêta un instant, rassemblant son courage. Après une profonde inspiration, il frappa doucement et entra. Lucie était assise près de la fenêtre, un livre sur les genoux, tandis que Sophie rangeait des ouvrages sur une étagère. Les deux levèrent les yeux à son arrivée. « Bonsoir », dit-il simplement. « Si cette histoire te plaît, abonne-toi à la chaîne et aide-nous à en partager d'autres. Je vais vous laisser », proposa Sophie après un bref échange de regards avec Antoine. Une fois seul, un silence inconfortable s'installa. Antoine s'approcha lentement et s'assit dans le fauteuil face à Lucie. « Quel livre lis-tu » ? « La petite, fille aux allumettes », répondit-elle. « Pas très joyeux pour Noël, je sais. J'ai toujours trouvé cette histoire poignante, » admit Antoine. « La solitude de cet enfant. »« Monsieur Beaumont, » interrompit Lucie. « Pourquoi vouliez-vous me... voir ?» Antoine la regarda longuement. Il avait préparé un discours, prévu d'y aller progressivement. Mais face à la franchise désarmante de la fillette, tous ses plans s'évanouirent. « J'ai quelque chose à te montrer », dit-il en sortant une photo de sa poche. C'était un cliché, de lui et Céline souriant à l'objectif, avec un bébé de quelques mois dans les bras. Lucie prit la photo, intriguée. Elle l'examina quelques instants avant de lever un regard confus vers Antoine. « Qui sont ces personnes ?» La femme s'appelait Céline. Elle était ma femme. Et le bébé, sa voix se brisa légèrement. C'est notre fille, Marie. Lucie fixa à nouveau la photo, son visage reflétant une intense concentration. Et où sont-elles maintenant ? Antoine déglutit péniblement. Céline nous a quittés il y a 7 ans, dans un accident de voiture. Quant à Marie, il hésita, cherchant les mots justes. Pendant longtemps, j'ai cru qu'elle aussi avait disparu ce jour-là. Quelque chose changea dans le regard de Lucie, comme si une pièce d'un puzzle invisible se mettait en place. Et maintenant, vous ne le croyez ? Plus. Maintenant, je sais qu'elle a été sauvée de cet accident par une femme qui l'a emmenée loin de moi. Une femme qui l'a élevée pendant 5 ans, avant de l'abandonner dans un hôpital quand elle est tombée malade. Les yeux de Lucie s'écarquillèrent, une compréhension naissante se lisant sur son visage pâle. « Non », murmura-t-elle, secouant la tête en signe de dénégation. « Ce n'est pas possible. »« Lucie, » dit doucement Antoine, « j'ai des raisons de croire que tu es ma fille, Marie. » La fillette se leva brusquement, laissant tomber le livre sur le sol. « Non, c'est absurde. Mes parents sont morts dans un incendie, c'est ce que Mathilde m'a toujours dit. »« Mathilde t'a menti, » répondit Antoine avec douceur. « Comme elle a menti sur beaucoup de choses. »« Comment pouvez-vous en être sûr ?» demanda Lucie, la voix tremblante. « Des tests ADN, les aveux de Mathilde elle-même, et... » Il hésita. « Mon cœur qui l'a su dès que je t'ai vu. »« Je ne vous crois pas, » murmura Lucie, les larmes aux yeux. « Comment pourrais-je être votre fille ? C'est impossible. » Antoine resta calme malgré la douleur que lui causait ce rejet. Il avait anticipé cette réaction. « Je comprends ton choc, Lucie. C'est beaucoup à assimiler d'un coup. »« Vous avez acheté cet orphelinat pour moi ?» demanda-t-elle soudain, les yeux brillants de colère et de confusion. « Tout ça, les rénovations, les nouveaux médecins, c'était pour me récupérer ? » « Pas exactement, » répondit Antoine avec honnêteté. « Quand j'ai acheté Saint-Michel, je ne savais pas encore que tu étais ma fille. J'avais des soupçons, des intuitions, mais rien de concret. Je cherchais des réponses. Et maintenant, que vous les avez, que va-t-il se passer ? Vous allez m'emmener de force dans votre grande maison, m'obliger à vous appeler papa ? » La douleur dans la voix de la fillette était palpable. Antoine s'approcha lentement et s'agenouilla devant elle, à sa hauteur. « Lucie,
Je ne t'obligerai jamais à faire quoi que ce soit contre ta volonté. Si tu ne veux pas venir vivre avec moi, je le respecterai. Si tu préfères garder le nom de Lucie plutôt que de redevenir Marie, ce sera ton choix. La seule chose que je te demande, c'est de me laisser une chance de te connaître et de me connaître. La sincérité dans sa voix sembla toucher la jeune fille, dont les épaules s'affaissèrent légèrement. « J'ai besoin de temps, dit-elle finalement, pour réfléchir à tout ça. Bien sûr, acquiesça Antoine. Prends tout le temps qu'il te faudra. » Il se leva pour partir, mais Lucie le retint par la manche. « Attendez, ma mère, comment était-elle » Antoine sourit tristement. Céline était merveilleuse, brillante, passionnée, avec un rire qui illuminait toute une pièce. Elle adorait la musique classique et détestait les endives. Elle collectionnait les coquillages et parlait à toutes les plantes de notre jardin. Il sortit une autre photo de son portefeuille et la tendit à Lucie. Elle te ressemblait beaucoup. Lucie examina la photo avec attention, cherchant des traits communs entre cette femme souriante et son propre reflet qu'elle voyait chaque matin dans le miroir. « Je ferai des cauchemars parfois », confia-t-elle à mi-voix. « De l'eau qui monte. » « Qui monte ? J'ai toujours cru que c'était mon imagination, mais ce sont peut-être des souvenirs de l'accident, suggéra doucement Antoine. Quand Sophie revint dans la bibliothèque quelques minutes plus tard, elle trouva Lucie seule, tenant toujours la photo de Céline entre ses mains. « Ça va ?» demanda l'infirmière, s'asseyant à côté d'elle. « Je ne sais pas, » répondit honnêtement Lucie. « Tu étais au courant ?» Sophie secoua la tête. « Je soupçonnais quelque chose, mais je n'aurais jamais imaginé ça. Je ne sais pas ce que je dois faire, Sophie. Comment je dois me sentir? Une partie de moi veut y croire, veut avoir enfin une famille, un père. Mais une autre partie a peur. Et si c'était encore un mensonge? Si je m'attache à lui et qu'il m'abandonne lui aussi ?» Sophie prit les mains de la fillette dans les tiennes. « Je ne peux pas prédire l'avenir, Lucie. Mais ce que je peux te dire, c'est que depuis que M. Beaumont est arrivé dans nos vies, il n'a fait que du bien autour de lui. Il a sauvé cet orphelinat, amélioré les conditions de vie de tous les enfants et cherché le meilleur traitement possible pour toi. C'est pour ça qu'il a engagé les nouveaux médecins, pour me soigner. Je le crois, oui. Et jusqu'à présent, ça fonctionne, non? Les derniers résultats sont encourageants. » Lucie hocha la tête, pensive. « J'ai besoin d'être seule un moment, Sophie, pour réfléchir. » L'infirmière respecta sa demande et la laissa dans la bibliothèque, entourée de ses pensées et des fragments de son passé nouvellement découverts. Les jours qui suivirent furent empreints d'un mélange de tension et d'espoir à Saint-Michel. Antoine continuait de venir quotidiennement, supervisant les derniers travaux et participant aux préparatifs des fêtes de fin d'année. Mais il respectait la distance que Lucie avait instaurée entre eux. Il se contentait de l'observer de loin, le cœur serré, attendant qu'elle fasse le premier pas. Noël approchait à grands pas et l'orphelinat s'animait de l'excitation des enfants. Même ceux dont l'état de santé était le plus précaire semblaient revigorés par la magie de la saison. Ce matin-là, Sophie trouva Lucie dans la salle commune, aidant les plus petits à fabriquer des décorations en papier. « Tu as l'air d'aller mieux », remarqua l'infirmière en s'asseyant près d'elle. « Le docteur Vernet dit que mes dernières analyses sont bonnes », confirma Lucie. « Le nouveau traitement fonctionne vraiment. Ce n'est pas de ta santé que je parlais », précisa Sophie avec un sourire entendu. Lucie détourna le regard, gênée. « J'ai beaucoup réfléchi, tu sais, sur Monsieur Beaumont, sur le fait qu'il pourrait être mon père. Et j'ai encore du mal à y croire. Mais en même temps, » elle hésita. « Certaines choses commencent à faire sens, des souvenirs, des sensations. Et puis, je ne peux pas nier que nous nous ressemblons. » Sophie sourit. « Tu as pris une décision ? » ?»« Pas encore, mais je pense que je vais lui parler. Lui poser des questions sur ma mère, sur leur vie ensemble, sur ce qui s'est passé après l'accident. » Elle regarda Sophie droit dans les yeux. « Est-ce que tu crois qu'il m'aime vraiment? Ou est-ce qu'il cherche juste à se racheter? Je crois qu'il t'aime de tout son cœur, Lucie, et que son plus grand regret est d'avoir perdu 7 ans de ta vie. » Plus tard dans la journée, Antoine était dans le bureau de Madame Dufresne,
discutant des derniers détails administratifs concernant la tutelle de Lucie, quand quelqu'un frappa doucement à la porte. « Entrez !» lança la directrice. Lucie apparut dans l'embrasure, timide et hésitante. « Excusez-moi de vous déranger, » dit-elle poliment. « Je cherchais Monsieur Beaumont. » Antoine se leva immédiatement, le cœur battant. « Je suis là, Lucie. Pourriez-vous venir avec moi ? J'aimerais vous montrer quelque chose. » Madame Dufresne échangea un regard complice avec Antoine avant de l'encourager d'un signe de tête. Il suivit Lucie à travers les couloirs jusqu'à sa chambre. « Je n'ai pas beaucoup d'affaires personnelles, » expliqua-t-elle en ouvrant un petit coffret posé sur sa commode. « Mais j'ai gardé quelques souvenirs de... avant. » Elle en sortit un petit collier avec un pendentif en forme d'étoile de mer. « C'est la seule chose que Mathilde m'a laissée quand elle est partie. Elle m'a dit que je l'avais déjà quand elle m'a adopté. » Antoine sentit l'émotion lui serrer la gorge. « Je l'ai offert à Céline pour ses 25 ans, » murmura-t-il. Elle le portait toujours, même le jour de l'accident. Lucie le lui tendit. « Alors il vous appartient. »« Non, » répondit Antoine en refermant doucement les doigts de la fillette. « Autour du pendentif. Il t'appartient, c'est un lien avec ta mère. » Leurs regards se croisèrent et pour la première fois, Antoine y vit autre chose que de la méfiance ou de la confusion. Une lueur d'acceptation, peut-être même d'espoir. « J'ai encore beaucoup de questions, » admit Lucie. « Et j'ai toute la vie pour y répondre, » promit Antoine. Ce soir-là, ils partagèrent leur premier vrai moment de complicité, assis côte à côte sur le lit de Lucie, feuilletant de vieux albums photos qu'Antoine avait apportés, reconstruisant ensemble le puzzle de leur passé commun. Le rapprochement entre Antoine et Lucie progressait doucement mais sûrement. Chaque jour, la fillette s'ouvrait un peu plus, posant des questions sur son passé, sur la vie qu'elle aurait pu avoir, sur la mère qu'elle n'avait pas eu la chance de connaître. Antoine répondait avec patience et honnêteté, savourant ces moments précieux qui tissaient peu à peu un lien entre eux. La veille de Noël arriva, apportant avec elle l'effervescence des préparatifs. L'orphelinat Saint-Michel s'était transformé en véritable royaume féerique, avec un immense sapin dans le hall principal et des décorations scintillantes dans chaque recoin. Antoine avait tenu à ce que cette première fête partagée avec sa fille soit mémorable. « Tu as prévu quelque chose de spécial pour Lucie ?» demanda Sophie, alors qu'ils supervisaient ensemble l'installation des dernières guirlandes. « Un cadeau, oui, » confirma Antoine, « mais aussi une surprise qui, j'espère, lui fera plaisir. » La jeune infirmière sourit. « Elle a beaucoup changé, tu sais, pas seulement physiquement avec le traitement qui fonctionne, mais aussi moralement. Elle sourit plus, elle participe aux activités, elle se projette dans l'avenir. C'est comme si elle reprenait goût à la vie. » Antoine sentit son cœur se gonfler de joie et de gratitude. C'est tout ce que je pouvais espérer. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée précipitée de Julien, le visage grave. « Antoine, je dois te parler, en privé. » Ils s'isolèrent dans un bureau vide, et Julien sortit immédiatement son téléphone pour montrer à Antoine un article de presse locale. Mathilde Renoir s'est échappée, ou plutôt, elle a disparu avant que la police ne vienne l'arrêter. Suite à nos dépositions, le sang d'Antoine se glaça. « Tu penses qu'elle pourrait venir ici, chercher Lucie ? » « C'est une possibilité que nous ne pouvons pas exclure, » admit Julien avec gravité. « J'ai déjà contacté la police de Lyon. Ils vont renforcer les patrouilles dans le quartier. J'ai aussi engagé 2 agents de sécurité qui seront postés à l'entrée de l'orphelinat dès ce soir. » Antoine passa une main nerveuse dans ses cheveux. « Je ne veux pas qu'elle s'approche de ma fille. Nous ferons tout pour l'en empêcher, » promit Julien. Mais il serait peut-être prudent de prévenir l'équipe de l'orphelinat. Antoine acquiesça et convoqua immédiatement Madame Dufresne et Sophie pour les informer de la situation. Les 2 femmes accueillirent la nouvelle avec inquiétude. « Doit-on annuler les festivités de Noël ?» demanda la directrice. « Non, » répondit fermement Antoine. « Je refuse de laisser cette femme gâcher ce moment. Nous allons simplement renforcer la sécurité, discrètement, pour ne pas alarmer les enfants. » Sophie, qui connaissait mieux que quiconque le passé tourmenté de Lucie, semblait particulièrement préoccupée. « Devrions-nous dire la vérité à Lucie ?»
Elle a le droit de savoir que Mathilde pourrait tenter de la contacter. Antoine hésita. Ces dernières semaines avaient été si précieuses, si fragiles, dans la reconstruction de leur relation. Il craignait que cette nouvelle ne vienne tout bouleverser. Pas encore, décida-t-il finalement. Pas aujourd'hui. Laissons-lui cette soirée de Noël sans inquiétude. Je lui parlerai demain. La soirée commença dans la joie et l'excitation. Les enfants rassemblés autour du sapin pour échanger des cadeaux et partager un festin préparé spécialement pour l'occasion. Antoine observait Lucie, radieuse dans sa robe rouge, riant avec ses amis et savourant ce qui semblait être son premier vrai Noël depuis longtemps. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de jeter régulièrement des regards inquiets vers les fenêtres et les portes, à l'affût du moindre signe suspect. Sophie le rejoignit discrètement. « Tout va bien, tu sembles tendu. »« Je n'arrive pas à me détendre, » admit-il. L'idée que Mathilde puisse être quelque part dehors, à observer, à attendre le bon moment. « Les agents de sécurité sont en place, » le rassura Sophie. « Et nous sommes tous vigilants. Profite plutôt de ce moment avec ta fille. » Antoine se força à sourire et rejoignit Lucie, qui l'accueillit avec une chaleur qui fit fondre momentanément ses inquiétudes. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il en lui tendant un petit paquet soigneusement emballé. Lucie l'ouvrit délicatement, découvrant un bracelet en argent orné d'un petit médaillon. « Ouvre-le » encouragea Antoine. À l'intérieur du médaillon se trouvait une minuscule photo de Céline tenant bébé Marie dans ses bras, leur visage rayonnant de bonheur. « Pour que tu aies toujours ta mère près de toi » expliqua-t-il doucement. Les yeux de Lucie s'emplirent de larmes alors qu'elle serrait le bracelet contre son cœur. « Merci, papa » murmura-t-elle pour la première fois. Ce moment parfait fut brutalement interrompu par une agitation soudaine près de l'entrée. Des voix s'élevèrent, suivies de cris. Antoine se leva d'un bond, le cœur battant. « Reste ici » ordonna Antoine à Lucie avant de se précipiter vers le hall, suivi de près par Sophie et Julien. Une femme se tenait là, retenue par les deux agents de sécurité qui tentaient de la faire sortir. Ses cheveux, autrefois blonds, étaient désormais d'un brun terne, mais Antoine la reconnut immédiatement. « Mathilde » siffla-t-il entre ses dents. Elle leva vers lui un regard où se mêlaient désespoir et détermination. « Je veux juste la voir » plaida-t-elle. « Une dernière fois. »« Sortez-la d'ici » ordonna Antoine aux agents. « Appelez la police. »« Attendez » La voix claire de Lucie résonna dans le hall soudain silencieux. Antoine se retourna consterné de voir sa fille debout dans l'encadrement de la porte du salon, observant la scène avec une expression indéchiffrable. « Lucie, retourne à l'intérieur » implora-t-il. Mais la fillette s'avança lentement, ses yeux fixés sur Mathilde dont le visage s'était éclairé en la voyant. « Tu es là » murmura la femme. « Ma petite Lucie, tu as l'air en forme. »« Grâce à qui » répliqua froidement la jeune fille. « Certainement pas à vous qui m'avez abandonné dès que je suis tombée malade. » La dureté dans la voix de Lucie surprit tout le monde, y compris Antoine. Pendant ces dernières semaines, sa fille s'était montrée vulnérable, confuse, parfois en colère, mais jamais aussi glaciale, aussi adulte. « Je suis désolé » balbutia Mathilde. « J'ai paniqué, je n'avais plus d'argent pour tes traitements. J'ai pensé que tu serais mieux prise en charge à l'hôpital. »« Vous m'avez volé » l'interrompit Lucie. « Pas seulement à mon père, mais à ma vie entière. Vous m'avez volé mon identité, mon histoire. » Mathilde baissa les yeux, incapable de soutenir le regard accusateur de l'enfant. « Je ne suis pas venue pour me justifier, » dit-elle finalement. « Je voulais juste te donner ceci. » Elle sortit de sa poche un petit carnet usé, que les agents de sécurité inspectèrent avant de le transmettre à Antoine, qui le tendit à Lucie après l'avoir rapidement feuilleté. « Ce sont des photos » expliqua Mathilde. « Des souvenirs de ces années passées ensemble. Je voulais que tu saches que malgré tout, ces moments étaient réels. Je t'ai aimé, à ma façon. » Lucie prit le carnet avec hésitation, l'ouvrant. À la première page où une photo la montrait, plus jeune, souriante, sur une plage. « Pourquoi êtes-vous vraiment venu ?» demanda-t-elle en relevant les yeux. La vérité. Mathilde sembla se décomposer sous le poids de cette question directe. « Je suis malade, Lucie. Vraiment malade.
Je voulais te voir une dernière fois avant... » « Ne me mentez pas, » coupa Lucie. « Pas encore. » Antoine intervint, posant une main protectrice sur l'épaule de sa fille. « Les autorités vous recherchent. Mathilde, vous êtes venue vous rendre ou tenter de fuir avec Lucie ?» La femme resta silencieuse un moment avant d'admettre dans un souffle. « J'ai pensé que nous pourrions recommencer ailleurs. Que tu voudrais peut-être venir avec moi ?»« Comment osez-vous » s'indigna Sophie, qui était restée silencieuse jusque-là. « Après tout ce que vous lui avez fait subir ?» Lucie, étonnamment calme, s'approcha de Mathilde. « Pendant des années, j'ai cru que vous étiez tout ce que j'avais. J'ai essayé d'être la fille parfaite pour que vous m'aimiez assez pour rester. Et quand je suis tombée malade, j'ai cru que c'était de ma faute si vous m'aviez abandonnée. » Sa voix se brisa légèrement, mais elle se reprit. « Mais maintenant, je sais la vérité. J'ai un père qui m'aime vraiment. J'ai une place, une histoire, une identité. Je suis Marie Beaumont. » À ces mots, Antoine sentit son cœur se gonfler d'émotion. C'était la première fois que Lucie, que Marie, revendiquait son véritable nom. « Je ne veux plus jamais vous revoir », conclut-elle en se détournant de Mathilde pour rejoindre son père. Les agents emmenèrent Mathilde, effondrée, tandis que les sirènes de police se faisaient entendre au loin. La fête de Noël avait été interrompue, mais personne ne semblait s'en soucier. Tous les regards étaient fixés sur cette fillette frêle qui venait de faire preuve d'une force extraordinaire. Les jours qui suivirent l'intrusion de Mathilde furent empreints d'une étrange sérénité à Saint-Michel. Comme si l'affrontement avec son passé avait libéré Lucie, désormais Marie, d'un poids invisible qu'elle portait depuis des années. « Comment te sens-tu » demanda Sophie en venant vérifier ses constantes un matin de janvier, alors que la neige tombait doucement derrière la fenêtre. « Différente » répondit la fillette avec un léger sourire. « Comme si je m'étais réveillée d'un long sommeil. » Sophie s'assit sur le bord du lit, observant attentivement la jeune patiente dont l'état s'améliorait de jour en jour, à la surprise même du personnel médical. « Le docteur Vernet est très satisfait de tes derniers résultats, » annonça-t-elle. « Il dit que ton organisme répond remarquablement bien au traitement. » Marie hocha la tête, jouant distraitement avec le bracelet médaillon offert par son père. « Sophie, crois-tu au pouvoir de l'esprit sur le corps, à l'idée que vouloir guérir peut t'aider à guérir ?»« Je suis infirmière, » sourit Sophie. « Je vois chaque jour des miracles que la science peine à expliquer. Alors oui, je crois que notre état mental influence profondément notre santé physique. Avant, je n'avais pas vraiment envie de me battre, » confia Marie. « Je me sentais de trop, comme si ma place n'était nulle part, mais maintenant... » « Maintenant, tu as une raison de vivre, » compléta doucement Sophie. Dans le bureau de la directrice, Antoine finalisait avec Julien les dernières démarches pour obtenir officiellement la garde de sa fille. « Le juge a été sensible à votre histoire, » expliqua l'avocat. « Les tests ADN, les aveux de Mathilde, tout concorde. Vous devriez obtenir la garde légale dans quelques semaines. Et Mathilde, elle restera en détention préventive jusqu'à son procès. Kidnapping d'enfants, usurpation d'identité, falsification de documents, elle risque plusieurs années de prison. » Antoine ne ressentait aucune satisfaction à cette nouvelle. Seul comptait désormais sa fille retrouvée et le temps qu'ils pourraient partager ensemble. « J'ai une autre nouvelle, » ajouta Julien en souriant. « L'adoption des autres enfants de Saint-Michel par des familles qualifiées progresse bien. Grâce à la visibilité médiatique de votre histoire et aux améliorations que vous avez apportées à l'établissement, plusieurs couples se sont manifestés. C'est merveilleux, » s'émut Antoine. « Ces enfants méritent tous d'avoir une famille aimante. Et l'orphelinat, qu'en ferez-vous une fois Marie à la maison et les autres enfants placés ?» Antoine sourit mystérieusement. « J'ai des projets pour cet endroit. Des projets dont j'aimerais discuter avec Marie d'abord. » Plus tard ce jour-là, il emmena sa fille faire une promenade dans le jardin enneigé de Saint-Michel. Main dans la main, il marchait lentement, savourant ce moment. « Hazel, j'ai réfléchi, » commença Antoine. « À notre avenir. » Marie leva les yeux vers lui, attentive. « Dans quelques mois, quand tu iras mieux et que toutes les formalités seront réglées,
Nous pourrons emménager ensemble. J'ai une grande maison près du parc de la Tête d'Or. Tu auras ta propre chambre que tu pourras décorer comme tu le souhaites. J'aimerais beaucoup, sourit Marie. Mais que deviendra Saint-Michel? Et Sophie? Et Madame Dufresne? Et tous les autres enfants? C'est justement ce dont je voulais te parler, répondit Antoine en s'arrêtant devant un banc où ils s'assirent. J'ai pensé transformer cet endroit en un centre spécialisé pour enfants malades. Un lieu qui combinerait soins médicaux de pointe et cadre familial, où les enfants pourraient être traités sans être séparés de leurs parents. Les yeux de Marie s'illuminèrent. C'est une idée merveilleuse. J'ai déjà parlé à Sophie et au docteur Vernet. Ils seraient prêts à rester pour ce nouveau projet. Madame Dufresne aussi. Et tu voudrais l'appeler comment, ce centre? Antoine hésita un instant. J'avais pensé à Centre Céline Beaumont, en l'honneur de ta mère. Mais je voulais ton avis. Marie resta silencieuse un moment, puis sourit. Je crois que maman aurait été très fière. Le printemps était arrivé à Lyon, parant les jardins de Saint-Michel de 1000 couleurs. Les premières fleurs s'épanouissaient sous un soleil timide, comme un symbole de renouveau après les épreuves de l'hiver. Dans la chambre qu'elle occupait depuis plusieurs mois, Marie faisait ses bagages, aidée par Emma, devenue sa meilleure amie. « Tu vas tellement me manquer », soupira cette dernière en pliant soigneusement un t-shirt. « Ne dis pas de bêtises », sourit Marie. « Tu viendras me voir tous les week-ends. Et puis je reviendrai souvent ici pour les contrôles médicaux. » Emma hocha la tête, essayant de retenir ses larmes. « C'est vrai que la famille qui doit m'adopter habite tout près d'ici. Tu vois ? Et quand le centre Céline Beaumont ouvrira ses portes, nous serons à nouveau réunis. » Les travaux de transformation de l'orphelinat avaient déjà commencé. Sous la direction d'Antoine et avec les conseils avisés du docteur Vernet, l'établissement se métamorphosait pour devenir un lieu unique en France, alliant excellence médicale et approche humaine de la maladie. Sophie apparut à la porte de la chambre, un sourire ému aux lèvres. Alors, prête pour le grand jour, Marie acquiesça, essayant de masquer son appréhension. Malgré l'excitation de commencer une nouvelle vie avec son père, quitter Saint-Michel représentait un déchirement. C'était ici qu'elle avait retrouvé sa véritable identité, ici qu'elle avait commencé à guérir, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. « Ton père t'attend en bas », informa Sophie. « Il a une surprise pour toi. » Intriguée, Marie termina rapidement ses bagages et descendit dans le hall où Antoine discutait avec Madame Dufresne. En voyant sa fille, il s'interrompit et s'approcha d'elle, un large sourire aux lèvres. « Prête pour notre nouvelle aventure ?»« Oui », répondit-elle avec détermination. « Sophie m'a dit que tu avais une surprise ?» Antoine acquiesça et sortit une enveloppe de sa poche. « Ouvre-la. » Marie s'exécuta, découvrant 2 billets d'avion. « Venise ?» s'exclama-t-elle, incrédule. « Ta mère et moi avions prévu d'y emmener notre fille pour ses 7 ans. » expliqua Antoine, une ombre de tristesse traversant brièvement son regard. « Nous n'avons jamais pu réaliser ce projet. Je me suis dit que peut-être, maintenant, j'adorerais aller à Venise avec toi. » murmura Marie, émue. Les adieux furent à la fois joyeux et émouvants. Tous les enfants de Saint-Michel s'étaient rassemblés pour souhaiter bonne chance à Marie, certains lui offrant des dessins, d'autres de petits objets fabriqués avec amour. Madame Dufresne l'étreignit longuement, lui rappelant qu'elle serait toujours la bienvenue. Quant à Sophie, elle promit de venir dîner chez eux dès leur retour de Venise. Une invitation que la jeune infirmière accepta avec un curieux empressement qui n'échappa pas à Marie. Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter l'orphelinat, Marie s'arrêta soudain, comme prise d'une impulsion. « Attends », dit-elle à son père avant de courir vers la terrasse couverte, ce lieu qui avait été son refuge pendant si longtemps. Elle resta quelques minutes sous la verrière, écoutant le bruissement léger de la pluie qui commençait à tomber comme pour un dernier au revoir. Puis elle rejoignit Antoine qui l'attendait patiemment. « Je suis prête maintenant », déclara-t-elle avec un sourire serein. La maison d'Antoine, désormais leur maison, était une élégante demeure du XIXe siècle, nichée dans un quartier calme de Lyon, à quelques pas du parc de la Tête d'Or. En franchissant le seuil, Marie fut immédiatement saisie par la chaleur qui émanait des lieux.
Ce n'était pas le luxe ostentatoire auquel elle s'attendait de la part d'un millionnaire, mais plutôt un intérieur confortable et accueillant. « Viens », dit Antoine en prenant sa main. « Je vais te montrer ta chambre. » Il la conduisit à l'étage, ouvrant une porte sur une pièce spacieuse et lumineuse, décorée avec soin dans des tons pastels. Un lit à baldaquin trônait au centre, entouré d'étagères remplies de livres. Sur le mur, Antoine avait fait accrocher une grande photo de Céline, souriante, tenant bébé Marie dans ses bras. « J'espère que ça te plaît », murmura-t-il soudain anxieux. « Tu pourras changer ce que tu veux, bien sûr. »« C'est parfait », répondit Marie, les larmes aux yeux. « Je me sens déjà chez moi. » Cette nuit-là, blottie sous sa nouvelle couette, Marie contempla la photo de sa mère, illuminée par la douce lueur d'une veilleuse. « Je suis rentrée, maman », murmura-t-elle avant de s'endormir, le cœur en paix pour la première fois depuis bien longtemps. Un an s'était écoulé depuis que Marie avait quitté Saint-Michel pour commencer sa nouvelle vie auprès d'Antoine. Un an de découverte, d'ajustement, de moments de joie intense et parfois de doute, mais jamais de regret. Ce matin de mai ensoleillé, Marie se tenait devant le miroir de sa chambre, à peine reconnaissable. Ses cheveux avaient repoussé, formant une épaisse crinière châtaine qui encadrait son visage désormais plein de vie. Les dernières analyses étaient formelles, la rémission était complète, le cancer avait disparu, vaincu par une combinaison de traitements médicaux de pointe et, selon le docteur Vernet, d'une extraordinaire volonté de vivre. « Marie, tu es prête ?» La voix d'Antoine résonna depuis le rez-de-chaussée. « J'arrive, papa !» Elle jeta un dernier regard à son reflet, ajusta le médaillon contenant la photo de sa mère qu'elle portait toujours autour du cou, et descendit rejoindre son père. Antoine l'attendait dans l'entrée, élégant dans son costume, une lueur de fierté dans le regard. À ses côtés se tenait Sophie, devenue une visiteuse régulière de la maison Beaumont, à tel point que Marie soupçonnait qu'il se passait quelque chose entre l'infirmière et son père. Une perspective qui la réjouissait secrètement. « Tu es magnifique », s'émerveilla Sophie en l'enlaçant. « C'est le grand jour », sourit Antoine. « Tout le monde nous attend. » Ils montèrent dans la voiture, direction Saint-Michel, ou plutôt le centre Céline Beaumont, dont l'inauguration officielle avait lieu ce jour-là. Le trajet se fit dans un mélange d'excitation et de nostalgie. Marie observait le paysage urbain défiler, se remémorant le chemin parcouru depuis cette veille de Noël, où Antoine lui avait révélé sa véritable identité. « À quoi penses-tu » demanda doucement Sophie. « À tout ce qui a changé » répondit Marie. « Et à quel point certaines épreuves peuvent finalement mener à quelque chose de beau. » Lorsqu'ils arrivèrent devant le centre, une foule de personnes les attendait déjà. Journalistes, personnalités politiques locales, personnel médical, et bien sûr, les premiers enfants qui bénéficieraient de cette structure unique et leur famille. Le bâtiment, entièrement rénové, était méconnaissable. L'ancienne façade austère avait cédé la place à une architecture moderne et accueillante, avec de grandes baies vitrées, laissant entrer la lumière. Le jardin, redessiné selon les idées de Marie, offrait désormais des espaces thérapeutiques, adaptés aux besoins des enfants malades. Madame Dufresne, désormais directrice administrative du centre, vint à leur rencontre, suivie d'Emma et de sa nouvelle famille adoptive. Les retrouvailles furent chaleureuses, pleines d'émotions contenues. « Je n'arrive pas à croire que tu as réussi à convaincre ton père de construire ce bassin thérapeutique », s'extasia Emma, en montrant l'installation aquatique visible depuis l'entrée. « Il était sceptique au début », admit Marie en riant. Mais quand le docteur Vernet a confirmé les bienfaits de l'hydrothérapie pour les enfants en convalescence, il n'a pas hésité. La cérémonie d'inauguration débuta par un discours émouvant d'Antoine, qui retraça l'histoire du centre sans révéler tous les détails personnels de leur propre parcours. Puis vint le moment que Marie attendait avec impatience, le dévoilement de la plaque commémorative, Centre Céline Beaumont, pour que chaque enfant trouve sa place et sa lumière, lut-elle à haute voix, émue aux larmes. Le ruban fut coupé sous les applaudissements, et les portes s'ouvrirent symboliquement sur cette nouvelle aventure. Les visiteurs commencèrent à explorer les lieux,
guidée par le personnel qui expliquait le fonctionnement unique de cette institution où médecine et humanité se conjuguaient harmonieusement. Plus tard dans la journée, alors que les festivités battaient leur plein, Marie s'éclipsa discrètement vers la terrasse couverte, l'unique vestige de l'ancien orphelinat qu'Antoine avait tenu à préserver. Elle s'assit sur le banc où, 1 an plus tôt, elle avait rencontré pour la première fois l'homme qui allait changer sa vie. Antoine la rejoignit quelques minutes plus tard, s'asseyant silencieusement à ses côtés. « C'est étrange, » murmura Marie après un moment. « Il y a un peu plus d'1 an, j'étais ici, malade et seule, sans espoir ni avenir. Et maintenant, tu as toute la vie devant toi, » compléta doucement Antoine. « Une vie que nous construirons ensemble. » Marie posa sa tête sur l'épaule de son père, contemplant le ciel à travers la verrière. « Crois-tu que maman nous voit? Qu'elle est fière de nous? » « J'en suis certain, » répondit Antoine, la gorge serrée par l'émotion. « Elle a toujours su que nous nous retrouverions un jour. » Un léger bruit de pas leur fit tourner la tête. Sophie se tenait dans l'encadrement de la porte, hésitante. « Je ne voulais pas vous déranger, » s'excusa-t-elle. « Tu ne nous déranges jamais, » sourit Marie en lui faisant signe de les rejoindre. Alors que Sophie s'asseyait de l'autre côté d'Antoine, prenant naturellement sa main dans la sienne, Marie sentit une douce chaleur l'envahir. Sa famille s'agrandissait, son cœur aussi. La vie, qui lui avait tant pris, lui rendait maintenant au centuple. « Prête à retourner à la fête ?» demanda Antoine après un moment. Marie acquiesça et se leva, mais s'arrêta un instant pour contempler une dernière fois cet endroit si spécial. « Au revoir, Lucie », murmura-t-elle intérieurement. « Et merci pour tout. » Puis, d'un pas léger, elle rejoignit son père et Sophie, prête à écrire le prochain chapitre de sa vie retrouvée.